Laurence de l'Office de tourisme Vallée et Plateau d'Ardennes va m'accompagner dans la visite guidée du musée de Rocroi. Bonjour Patrice. Bonjour Laurence. Donc, je suis Laurence de l'Office de tourisme Vallée et Plateau d'Ardennes et donc je vais accompagner au long de la visite Patrice. Je pratique aussi, ainsi que mes collègues, des visites guidées de la ville et des fortifications de Rocroi. Et dans ce cadre-là, il nous arrive de venir faire visiter le musée. Il faut savoir que Rocroi est une ville fortifiée, ce que tout le monde ne le sait pas, hein. Le visiteur bien souvent est surpris. Et donc, ville fortifiée. Pour être court sur l'historique des fortifications de la ville, à l'origine, vers 1200-1300, le village était un petit village fortifié avec des palissades en bois. Et au fil du temps et des années, le roi François Ier, qui était en bagarre contre Charles Quint, a appris qu'un certain nombre de villes ou villages au-delà de la frontière, côté belge actuellement, se fortifiaient. Alors pour faire le pendant côté du royaume de France, François Ier a décidé de choisir le site de Rocroi, du petit village de Roquecroix, comme l'on disait à l'époque, pour fortifier de manière plus importante le village. En 1555, c'est son fils Henri II qui a donc décidé, au-delà des décisions de François Ier, de fortifier de manière un peu plus conséquente le village de Rocroi. Et en 1555, Henri II a commencé par fortifier la première ceinture. C'est cette ceinture avec 5 bastions, que l'on voit ici sur ce plan relief. Et déjà à l'époque, au niveau de l'urbanisme, ce qui est original sur le plan de Rocroi, c'est son urbanisme en étoile, qu'on appelle pompeusement l'urbanisme radioconcentrique. Ce qui fait que c'est la seule ville en France qui est fortifiée en étoile, d'où son nom de ville étoile, et il n'y en a qu'une autre en Italie, à Palmanova, qui est du même type, mais 2 fois plus grande. Donc 1555, fortification de la première ceinture, avec 5 bastions, reliés par 5 courtines, qu'on appelle des courtines, ce sont les fortifications qui relient les bastions entre eux. Et par la suite, la deuxième ceinture, avec ce qu'on appelle des demi-lunes, et des contre-gardes sont un petit peu plus nouvelles. Elles datent de 1610, ça a été construit entre 1610 et 1640. Voilà. Alors, la bataille de Rocroi a eu lieu autour de Rocroi, au sud de Rocroi. Pourquoi? Tout simplement parce que, par définition, les militaires ne laissent pas une place forte derrière eux. À partir du moment où ils voulaient envahir la France, il fallait se donner le chemin de Reims et de Paris, et par principe militaire, on ne laisse pas une place forte derrière soi. Donc ils ont fait le siège de la ville en 1643, vers le 10-11 mai 1643, ils ont commencé à faire le siège. Et dans le même temps est intervenu le duc d'Enghien, qui était bien au courant de toutes les manœuvres que faisaient les Espagnols, et il est venu les perturber un petit peu dans leur siège, d'où la bataille qui est arrivée le 19 mai. Voilà. Et cette bataille-là est très importante dans l'histoire de France, parce que si les Espagnols avaient gagné la bataille de Rocroi, Louis XIV, le grand roi Louis XIV, n'aurait jamais régné. C'est une notion que beaucoup dans l'histoire de France ont négligée pendant longtemps, et ça c'est très important. La victoire de Rocroi a ouvert le règne de Louis XIV. Oui. Il était enfant à l'époque, donc c'est la régente qui a régné, qui a fait suite avec Mazarin, qui a remplacé Richelieu. Donc jusqu'à la majorité du roi Louis XIV, c'est la régente qui a régné, bien sûr. Donc voilà, les raisons pour lesquelles la bataille de Rocroi a eu lieu forcément à Rocroi, c'est parce que la ville était fortifiée. C'est ça. Hein?
D'où l'importance, lorsque la visite se fait au niveau du musée, la guide qui est là, présentatrice du musée, présente d'abord les fortifications. Tout à fait. C'est le nœud de l'histoire de Rocroi. Les fortifications, la bataille. Et le plan relief, il représente la ville à quelle époque? Alors ce plan relief-là a été construit sur les plans de l'état où il était en 1889. Parce que c'est en 1889 qu'a été démilitarisée la ville. Toutes les garnisons ont disparu, sont parties, et donc c'est l'état de 1889 qui représente les fortifications de l'époque, qui n'ont pas changé depuis 1889. Aujourd'hui, on a toujours les bastions, les contre-gardes de Villune, tout ça existe encore. Tout ça est encore en parfait état. On les visite lors des visites guidées. Oui. Certains bastions, le bastion du Roi, le bastion du Dauphin, des poudrières, il y a encore 3 poudrières, on en visite une deuxième aussi qui est transformée en bibliothèque-médiathèque, la plus grande de toutes. C'est un magnifique bâtiment d'ailleurs. Et France, la porte de Bourgogne, côté Pays-Bas bourguignon, et ces 2 bâtiments ont disparu. Ils ont été démolis au début du XXe siècle. Donc ça n'existe plus. Ce qui est intéressant, sur ce plan-là, c'est de montrer que, effectivement, ces 2 bâtiments existaient et qu'ils ont disparu aujourd'hui. Donc la porte de Bourgogne est représentée sur cette photo. Et elle permet de voir comment c'était très imposant. Le gouverneur de la place habitait sur cette citadelle, qu'on a appelée à une époque citadelle. Et donc, elle a été détruite, alors on ne sait pas trop, apparemment, par l'occupation en 1914, l'occupation allemande en 1914. Donc ici, c'est une scène qui représente le conseil de guerre avec le duc d'Enghien et entouré de ses chefs mousquetaires. Voilà, le duc d'Enghien qui a rassemblé ses troupes dans le nord de la France, autour d'Amiens, quelques semaines avant le 19 mai 1643. Donc il est arrivé à marche forcée, comme on appelait à l'époque. Il est arrivé sur le site de Rumigny, Maubert-Fontaine, et là il a organisé un premier conseil de guerre au château de Rumilly, parce qu'il était bien informé que les Espagnols étaient en train de mettre le siège sur les fortifications, la ville de Rocroi. Et donc là, il commence à expliquer un petit peu la stratégie d'arriver à la traversée de la forêt des Potets, et pour préparer une gêne, en tout cas une perturbation au travers des fortifications. Donc le duc d'Enghien, qui était très jeune à l'époque, qui avait une vingtaine d'années. C'est le duc d'Enghien qui est devenu par la suite le Grand Condé. C'est le duc d'Enghien qui est devenu le Grand Condé, avec toute la classe qu'on lui connaît, toute l'histoire qu'on lui connaît avec la Fronde par la suite. Donc là, nous sommes devant le diorama qui représente le champ de bataille, Patrice. Voilà, c'est un diorama qui a été fabriqué par un Rocroyen il y a plusieurs années, et qui représente les armées en présence le 19 mai au matin. Par ici, l'armée de Picardie, côté français, et de l'autre côté, l'armée des Flandres, côté espagnol. Donc ce diorama compte 2500 figurines qui ont été fabriquées une par un Rocroyen, Denis Huret. Ce sont des figurines qui font en moyenne 25 mm de haut, et donc ça permet d'avoir une idée de la disposition des armées le 19 mai 1643 au matin. Voilà, donc on aperçoit le duc d'Enghien, et en face, le comte de Fontaine. Voilà, c'est ça, dans sa chaise. Et les Espagnols étaient en supériorité numérique? Ouais, alors on dit qu'ils étaient plus nombreux. En fait, quand on regarde un petit peu les archives espagnoles, on va dire, allez, pour faire court, qu'ils étaient sensiblement 20
24-25 000 et les Français étaient un peu plus de 20 000. Hein. Donc ils se sont disposés l'infanterie en carré, en tertio, encadré par la cavalerie, et c'était disposé de la même manière côté français. On voit bien la cavalerie de l'aile droite française, la cavalerie de l'aile gauche française, et l'infanterie qui faisait face à l'infanterie espagnole. C'est très représentatif de ce que dont étaient disposés les régiments le matin de la bataille. Donc il y avait des régiments qui venaient un petit peu de partout, hein, d'après les drapeaux que l'on voit. Oui, alors c'était un grand mélange de toutes sortes, on va dire. Il y avait quasiment toute l'Europe militaire réunie sur quelques hectares. Et donc il y avait côté espagnol, il y avait à la fois des Portugais, des Italiens, des Allemands, des Wallons, des Flamands, il y avait des Croates. Ah oui. Côté français, il y avait des Suisses, il y avait des Écossais. Donc c'était très hétéroclite. Hein, voilà. Oui. Donc c'est très intéressant comme diorama parce que ça montre exactement la disposition des régiments le matin de la bataille. Pardon. Donc qui a été une bataille éclair. Une bataille éclair. Comme on dit. Je pourrais expliquer après, la bataille éclair, elle a commencé le matin aux alentours de 5 heures du matin. Parce que le Grand Condé était bien renseigné sur l'avancée des troupes espagnoles, notamment de la réserve espagnole, et le Grand Condé a appris dans la nuit qu'une réserve, des renforts d'environ 4000 hommes, allait arriver de Château-Renaud, et donc il a eu la riche idée de prendre la décision d'attaquer tout de suite, au lever du jour, les Espagnols qui étaient en face, et il y a eu un effet de surprise. Et dès que Danguin a lancé sa cavalerie de l'aile droite sur les Espagnols ont été tellement surpris qu'une partie de cette armée s'est sauvée. Et la cavalerie de l'aile droite a contourné et encerclé le côté espagnol. Et finalement, à la fin du compte, elle a pris à revers la cavalerie de l'aile gauche, enfin la cavalerie plutôt de l'aile droite espagnole, qui est à la gauche des Français, et l'infanterie, les tertios espagnols ont été pris en tenaille, et c'est de là qu'ils ont rendu les armes parce qu'ils étaient encerclés. Voilà. Donc c'est une bataille qui a démarré en gros à 5 heures du matin et qui s'est terminée à 10 heures. Donc ça a duré 5 à 6 heures. On appelle ça une bataille éclair. Voilà, avec une bataille effet de éclair, surprise. mais qui a fait énormément de morts. Exactement. Alors on dit 10 000 morts, les Espagnols disent un peu moins, disent 8 000. Bon, on n'a jamais compté exactement combien. Voilà. Et il y a toujours donc à Sévigny-la-Forêt, où s'est déroulée la bataille, la stèle commémorative, là où les soldats ont déposé leurs armes au matin du 19 mai 1643. Voilà. Donc là, nous voici devant la gravure représentant la bataille de Rocroi. Voilà, c'est une gravure qui a été réalisée par M. de Beaulieu, ingénieur géographe du roi, et qui représente assez fidèlement notamment la disposition des armées le soir, le matin plutôt du 19 mai, et quelques animations de gravure qui sont très figuratives de ce qui s'est passé. Donc ici on est sur une scène qui représente finalement le repos du guerrier un petit peu
qui représente un mousquetaire qui mange chez l'habitant le soir de la bataille. Donc on lui a offert du pain à boire, à manger, etc. Donc c'est une scène assez simple, mais qui symbolise un peu l'habitant reçoit le vainqueur. D'accord. En gros, c'est ça. Oui. Donc ici, on est sur une scène qui représente un combat de la guerre de 30 ans, qui était réalisé par Denis Huret. Donc c'est très figuratif et très intéressant de voir cette scène animée qui vient, donc une cavalerie qui vient attaquer l'infanterie ennemie. C'est typiquement guerre de 30 ans. Voilà, donc ici, Patrice, on a une scène qui représente le comte de Fontaine au pied de sa chaise, entouré de soldats espagnols. Voilà, parce que le comte de Fontaine qui commandait l'infanterie espagnole était très âgé, et il avait des soucis pour se déplacer, donc il était porté en chaise et il avait la réputation de mener les batailles assis dans sa chaise. Et le jour de la bataille de Rocroi, il a été tué très tôt. Et c'est sans doute une partie de la réponse qu'on peut avoir sur la victoire des Français. C'est que n'ayant plus de chef au niveau de l'infanterie, ça les a forcément perturbés. Il n'y avait plus personne qui commandait. Donc c'était un peu le bazar chez les Espagnols, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est une scène qui représente le comte de Fontaine allongé au pied de sa chaise, et c'est une chaise qui est une réplique exacte de l'original qui se trouve aux Invalides à Paris. Voilà, la scène ici représente le Grand Condé, enfin le futur Grand Condé, qui est venu se recueillir sur la dépouille du comte de Fontaine. Donc voilà. L'armée d'Espagne était invincible depuis au moins alors on 30 dit qu'elle ans. était invincible depuis un siècle, enfin, notamment les tercios, les derniers carrés espagnols, oui, ils avaient une réputation d'invincibilité. Et donc c'est une scène très intéressante parce qu'ici on a cette chaise qui est la réplique exacte de ce qu'elle était à l'époque de la bataille. Et à Sévigny, alors, il y a bien le ruisseau Rouge-Fontaine qui porte ce nom parce qu'il aurait été rougi par le sang des soldats. Voilà, c'est né d'une légende. Une légende. Alors c'est pas faux, c'est pas... Dans le détail, on ne sait pas trop, mais il y a eu quand même beaucoup de morts sur le ruisseau qui portait un autre nom, et c'est le nom de Rouge-Fontaine qui lui a été donné parce que le sang des morts a rougi le ruisseau qui traverse le village de Sévigny-la-Forêt. Où s'est déroulée la bataille. Puisque la bataille de Rocroi a eu lieu à la fois sur le territoire de Rocroi et de Sévigny-la-Forêt. Voilà. Donc on aurait pu l'appeler aussi Sévigny-la-Bataille. Hein. La visite du musée est terminée, je remercie Patrice. Et donc je rappelle les horaires du musée de la bataille. Il est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Donc en semaine, c'est de 14h à 17h. Et le week-end, de 10h à 11h30 et de 14h à 17h.